votre parcours, pour savoir comment vous êtes arrivé jusqu'à ce livre-là. Vous êtes né il y a 41 ans et 6 jours, donc avec un tout petit peu de retard. Bon anniversaire. Vous êtes né à Belfort, qui joue un rôle non négligeable dans son roman. Pour la première fois. Exactement. Vous avez commencé par un CAP et un BEP en électronique. C'est étonnant. Hein, Électrotechnique. En électrotechnique. Quand on vous lit, c'est étonnant ce départ. Ouais, c'est par défaut, c'est par manque de choix. Non, disons que j'avais un père qui était vraiment, on va dire, un père très dur, violent, alcoolique, qui avait un bar et un terrain de pétanque avec une buvette sordide. Et il ne voulait pas que je fasse d'études. Il se trouve que j'ai fait un parcours au collège très très bon, avec un brevet des collèges avec 19,5 de moyenne. Et je devais m'orienter sur du littéraire, c'est ce qui m'intéressait. Mais mon père ne voulait pas. Il m'a dit, il y a du boulot au bar. Donc il m'a laissé en fait le droit de passer un CAP et un BEP pour ne pas qu'il puisse dire qu'il ne m'ait rien laissé faire. Donc malheureusement, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire mieux. Donc j'ai dû me faire tout seul. Ben, vous vous êtes construit tout seul et on va voir que ça s'est pas trop mal terminé, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous essayez la musique aussi dans différents styles, metal, trip-hop, noise, vous organisez des événements musicaux plus ou moins officiellement. Plus que moins. Oui, plutôt plus que moins. Tout en écrivant déjà activement. À quel moment ça naît le virus de l'écriture? Vous venez de nous dire que la littérature, l'écriture, c'est quelque chose qui vous concerne très vite. À quel moment ça devient d'abord une activité, puis une nécessité? C'est d'abord la lecture, je crois, qui en fait pousse à l'écriture. J'ai commencé à écrire vraiment en 92, mais pas très sérieusement. On va dire que mon premier roman est un roman qui aujourd'hui me ferait rire à la relecture, qui s'appelle Crépuscule et Saison, une horreur sans nom. Mais j'ai commencé à écrire activement et de manière beaucoup plus régulière à partir de 96. Donc 96 pour moi c'est une année charnière. C'est l'année où j'ai pu partir de chez moi, surtout quitter mon père, quitter ce milieu qui m'empoisonnait. Et je suis retombé d'un enfer à un autre, puisque je suis tombé dans le monde des drogues, à ce moment-là également. Donc malheureusement une toxicomanie active qui n'a pris fin qu'avec mon service sous le drapeau, le service militaire français qui à l'époque était obligatoire. 3 ans plus tard, 99. 99, voilà. Où là vous êtes appelé au 152e régiment d'infanterie de Colmar, où vous commencez assez doucement hein, et vous finissez comme tireur de précision, ce qu'on appelle tireur d'élite finalement. Oui, en France le mot c'est TP, donc tireur de précision, ouais. Mais on peut dire tireur d'élite ou sniper pour américaniser le mot. Exactement. Et ça, évidemment, ça vous familiarise avec les armes, vous développez une sorte de passion pour les armes d'ailleurs. Oui, pour les armes, et même pour la discipline dans un sens. Je voulais pas faire l'armée, pas du tout. J'ai tout fait pour éviter, j'ai tout fait pour me faire réformer. J'ai commencé mon armée, j'ai fait du trou, j'ai bloqué. Ça a mal commencé. Très mal commencé. Et j'ai un capitaine qui m'a dit un jour, Gilberti, tu as 2 choix. Ton armée, soit tu la vis, soit tu la subis. Donc finalement, j'ai dit, je vais la vivre. Il se trouve que pendant les tests des 3 jours, qui est obligatoire en France à l'époque, j'avais reçu de très bonnes notes pour soit pilote de char, ou soit tireur de précision. J'ai décidé donc de vivre mon service au bout de quelques semaines où je me suis compris que je ne gagnerais jamais, que c'était le trou ou rien. On ne gagne pas souvent. On ne gagnait jamais contre l'armée. Et donc j'ai vécu mon service militaire donc, en tant que tireur de précision. Alors ce qui est très étonnant, parce que vous avez un parcours qui est très riche, hein, on va voir qu'il y a encore d'autres choses, il y a la musique, il y a cette formation. En 4e de couverture de votre roman, vous ne gardez que cette phrase, ancien tireur de précision pour l'armée de terre. Pourquoi avoir gardé celle-là en dehors de l'aspect marketing qui fait que, évidemment, un ancien tireur de l'armée de terre, on se dit qu'il doit y connaître quelque chose dans les armes, mais j'ai le sentiment que c'est plus important que ça pour vous. Ouais, c'est important, c'est vraiment important dans le sens où j'ai appris en fait qu'on pouvait se dépasser.
dans n'importe quel domaine, et même dans le domaine où vous ne pensez pas pouvoir le faire. C'est-à-dire, Pardonnez-moi, j'ai le sentiment que l'armée vous a sauvé la vie d'une certaine manière. même carrément, sauver la vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je serais en prison, mort, les deux, je veux dire, dans l'ordre, quoi, mais je serais pas là en ce moment, c'est sûr, c'est évident. Alors, en plus des romans, et on verra que vous en avez écrit plusieurs, vous êtes aussi poète et essayiste. Vous admirez en particulier Antonin Artaud et William Burroughs. Et c'est ce dernier, ce sacré William, qui vous inspire votre premier roman. Dynamique du chaos, oui. Quel a été le déclic? Pourquoi c'est lui qui fait que tout à coup, vous vous dites, ça y est, non seulement j'écris des poésies, des tas de choses, mais là, j'ai envie d'écrire un roman et de le publier. Malgré ma toxicomanie qui m'a causé beaucoup de mal et qui m'a causé beaucoup de tort, qui m'a fait du mal physiquement, moralement, qui m'a fait du mal socialement. Et William en connaît un bout sur la question. Et William en connaît un bout sur la question puisqu'il s'est défoncé à l'héroïne toute sa vie et est mort à 81 ans. Il se pique toujours à l'héroïne et il est mort d'une grippe. Donc bon, comme quoi on n'est pas tous égaux. Mais il respectait les produits. C'est-à-dire que pour moi je me suis dit, cet homme-là, déjà il respecte les produits, il va au bout des choses. Et en fait, avec son décalage social et son décalage, je dirais même humain, il a réussi à créer des styles comme le cut-up par exemple, des styles littéraires complètement hallucinants, et tout en restant en fait complètement déphasé au niveau du réel. Il a tué sa femme, John Vollmer par exemple, d'une balle dans la tête en voulant jouer au jeu de Guillaume Tell et en tirant dans un verre posé sur sa tête, il a tué une balle dans la tête. Il est parti à Tanger où il s'est défoncé comme jamais de sa vie. The Naked Lunch, qui raconte toute cette période. Le festin nul, Naked Lunch, qui donc est tiré en fait de paragraphes qu'il a écrits et dont il ne se souvenait pas avoir écrit. Il les a envoyés à Ginsberg, à Kerouac, et un jour ils se sont dit, mais ton roman est génial. Et il a dit, mais quel roman? Il n'avait aucun souvenir du roman. Et Naked Lunch, aujourd'hui, le festin nul, c'est un livre culte, quoi. Culte. Ouais. Alors ce premier roman s'appelait Dynamique du chaos. En effet, voilà. Il sort en 2004, enfin il est terminé en 2004. En 2004, ouais. Et vous vous adressez à toute une série d'éditeurs qui vous disent tous niet. Niet, ils ne voulaient pas. Donc quelques-uns... Est-ce qu'ils ont argumenté un peu? Alors, la plupart, c'est la lettre type. Hein. La lettre, voilà, ne rentre pas malgré ses grandes qualités dans notre ligne éditoriale. Bon, ça, on connaît tous. Certains ont argumenté un peu plus en disant que c'est un peu trop violent. Alors je me suis expurgé. Bon, j'ai expurgé, j'ai retiré des morceaux, des parties. C'est intéressant ça. Comment vous choisissez les parties que vous enlevez? Est-ce qu'on se dit ça a pu déplaire à l'éditeur, ou ça c'est peut-être un peu trop trash, ou ça va leur faire peur, ou ça l'avocat de la maison d'édition va pas accepter? On pense à tout ça? C'est ça en fait, c'est les scènes de violence, les scènes de drogue extrême, les scènes de sexe, assez hardcore pour certaines. Et on les enlève, on se trahit, et on se dit peut-être que ça passera, mais ça passe toujours pas. Et donc j'ai oublié cette histoire, et j'ai dit mais finalement, en 2006, quand la femme dont je parle dans ce livre est décédée, d'une overdose d'ailleurs, je dirais, en hommage à elle, j'ai voulu le distribuer gratuitement. Et donc vous balancez la totalité en ligne, sur internet, de manière virale. Est-ce que vous balancez la première version ou la version entre guillemets expurgée? Expurgée. D'accord. Expurgée, donc beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa. Et la vie se passe. Et je continue à écrire, évidemment. Ouais. Et puis un jour, vous vous rendez compte qu'il y a 100 000 personnes qui ont lu ce bouquin. Ouais, 100 000 personnes sur le seul site en fait qui avait un compteur où on ne pouvait pas en fait télécharger 2 fois le livre parce que les adresses IP étaient vérifiées. Donc j'étais juste sûr de ça. Mais c'est un site, enfin une plateforme de distribution sur au moins une quinzaine. Ouais, oui. À partir du moment où on se rend compte qu'on a 100 000 lecteurs, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, est-ce qu'on voit les choses différemment? Est-ce qu'on reprend contact avec des éditeurs en leur disant, regardez quand même, j'en ai 100 000 qui se sont intéressés? On essaie, mais c'est pas suffisant, parce que c'est pas des preuves. On reçoit des mails, j'en recevais des fois une vingtaine par jour de personnes séduites par le roman, qui ont adoré, qui m'ont écrit des fois des textes de plusieurs pages, dithyrambiques, mais ça ne veut rien dire pour un éditeur. Donc j'oublie cette histoire et je continue à écrire et j'essaye d'autres choses, d'autres formes. Et un jour je me dis tiens, pourquoi pas un thriller? Et là j'écris Le Festin du Serpent. Ouais. Et là,
Édition Anne Carrière, Albin Michel, Le Cherche Midi me disent oui les trois en même temps. Ouais. Alors on verra tout à l'heure l'importance qu'a eu Anne Carrière dans votre éclosion, d'une certaine manière. Mais avant ça, vous êtes quelqu'un qui aime bien aussi travailler en collaboration. Vous avez appartenu à un collectif qui s'appelait Satori Noir. Satori Noir avec Rapilly, ouais, Frédéric Rapilly. C'est quoi exactement? On a voulu créer un collectif d'écrivains un petit peu décalé. Alors pas forcément décalé tous dans le même sens. Avec Olivier Gay qui avait une écriture un petit peu, on va dire, sardonique, un petit peu moqueuse, un peu rigolote. Fred Rapilly qui écrit beaucoup sur le milieu en fait, de l'électro, du DJ, etc. Des gens comme Maud Mayeras qui ont une écriture particulière. On a créé ce collectif-là sans vraiment de conviction et ça a bien fonctionné pendant un temps. Si je vous comprends bien, alors on le voit avec votre parcours, vous n'avez pas qu'il y ait des barrières quand on parle d'écriture. Si on fait un collectif, il n'y a pas que des romanciers ou pas que des essayistes ou pas que des poètes. Il y a des gens qui peuvent écrire des chansons, il y a enfin, tout ce qu'on veut. On a eu des paroliers, on a eu des poètes, des essayistes, des gens qui écrivaient que des nouvelles et exclusivement ça, des gens des essayistes également. Et on a créé ce collectif-là. On a même essayé de créer un autre collectif qui voulait regrouper des gens avec des spécialités diverses et avec un moteur de recherche qui aurait permis aux gens de dire, par exemple, je cherche un parolier pour mon groupe. Ouais. Et là, taper parolier, qui est disponible, quel est style, et on joint les gens, et voilà. Ça ne s'est pas fait par manque de temps, mais voilà. Moi, je crois en l'échange, je crois vraiment en fait qu'on puisse mélanger toutes les formes d'art et en faire quelque chose. Alors, juste avant qu'on commence, vous me parliez également de Borderline. Qu'est-ce que c'est exactement, Borderline qui avait un autre nom auparavant. Alors, Borderline, j'ai changé le nom en Borderline dans le livre. Ouais. À la base, c'est No Border. C'est un collectif prétendument ultra-gauche qui servait en fait de la cause de l'ultra-gauche. Qui existait vraiment. Réellement, ouais. Voilà. Et qui ont commencé en 95 et qui ont été démantelés en 2006 et qui faisaient du trafic de drogue en fait sous couvert de manifestations. Un exemple, on allait, puisque je le fais partie, manifester et créer des remous dans le nord de la France. On s'arrangeait pour que les forces de police soient bien occupées par là. Et pendant ce temps, on faisait passer les bagnoles pleines de coke, pleines d'héros, à la frontière. Quoi. Ouais, des sortes de go fast. Ouais, alors ça s'appelait des go slow, où on allait tranquillement. Voilà, et donc, mais c'était vraiment, ça marchait très bien, mais c'était vraiment, c'était sous couvert politique, c'était vraiment honteux qu'on ait pu faire ça. En fait. C'est un peu ce que vous dénoncez là-dedans aussi. Hein, c'est ça dont je parle, entre autres choses, c'est vraiment ça dont je parle. Mais alors, on va pas pouvoir rentrer dans le contenu de tout vos romans, mais globalement, ce serait impossible. Vous dénoncez beaucoup et ça ne vous apporte pas que des facilités dans la vie. non, ça m'a apporté beaucoup de difficultés aussi. Ouais. Dont le festin du serpent qui, par exemple, pour moi, ne comportait aucun risque. Et pour lequel j'ai été agressé, avec mes enfants. Plus qu'agressé, on a tiré la calage dans votre appartement quand même. Alors on a tiré au 9 mm à travers les vitres, donc au rez-de-chaussée d'un quartier de Belfortin, les Glacis. On a menacé de venir me faire un petit... enfin ce qui s'est passé en fait au Bataclan. Oui, un petit Bataclan. Voilà, un petit Bataclan chez moi, voilà, avec mes enfants, avec ma compagne de l'époque. On a menacé beaucoup de choses et un jour, ils me sont tombés dessus dans la rue, 4 personnes. À Belfort, ils ont passé un tabac assez violemment. Voilà. Hein. Alors que dans mon livre, à aucun moment je ne critique l'islam. Ouais. Je ne me permettrai jamais de critiquer une religion, ni aucune philosophie, et pourtant, on m'est tombé dessus, de dos, on m'a assommé, et on s'en est pris à mes enfants qui avaient à l'époque 11 et 12 ans. Ouais. Alors quand on a subi ça, qui est quand même d'une violence extrême, et qu'on écrit Sa Majesté des Ombres en relatant des choses qu'on a connues de l'intérieur, est-ce qu'on ne prend pas des risques aussi d'avoir des gens qui ne sont pas très très contents qu'on ait raconté ces histoires? Je me suis assuré, en reprenant contact avec les gens qui sont encore en liberté ou encore vivants, qui faisaient partie de No Border, pour savoir si ça ne les dérangeait pas que j'en parle de manière détournée. Étant donné que la structure n'existe plus, du coup le risque était à zéro. On m'a autorisé et la personne qui était la plus haut placée, une femme d'ailleurs, qui était la plus haute placée en fait de l'organisation, m'a donné son feu vert.
Ok, donc pas de souci de ce côté-là. Aucun souci de ce côté-là. Je ne risque absolument rien. Il y aura moins de soucis que la dernière fois. Alors j'ai interrompu votre parcours d'écriture, on va le reprendre parce que l'écriture, encore l'écriture, toujours l'écriture, mais aussi pour des textes de chansons ou de morceaux. Vous avez travaillé pour plusieurs groupes de métal, un groupe de black metal symphonique. Exactement. Alors donc Malevolencia, pour lequel j'ai écrit 2 albums complets, enfin 2 albums et demi on va dire. The Fall of Time, du death metal symphonique, c'est encore pire, c'est encore plus tordu, où c'est un album conceptuel où les paroles étaient donc récitées entre les musiques plutôt que pendant la musique. Et également pour Fucking Angel, un groupe plutôt trip-hop noise. Donc j'ai travaillé dans plusieurs horizons musicaux et j'écris des paroles en français, en anglais et même en allemand pour un groupe. Et également pour Runwalkers, le collectif qui organise tous les ans à Vienne le festival Sang d'encre, un festival de polar. Ouais. Voilà. Alors, je me suis demandé si vous écoutiez de la musique en écrivant, parce qu'il y a des rythmes différents selon les scènes, et il y a des moments qui sont assez trip-hop, je trouve. C'est ça, ouais. Et d'autres qui sont assez métal, et il y en a même qui sont carrément... hardcore. Ouais, on peut le dire. On peut le dire, ouais, c'est ça. J'écris en musique la plupart du temps. Et visiblement, ça a une influence. C'est une influence, toujours. Il peut m'arriver pour écrire une scène, de réécouter le même morceau plusieurs fois, de relire ma scène et de voir si ça concorde avec la musique et si j'ai la bonne rythmique. Je peux écouter un morceau de Tricky 3 fois pour être sûr que mon paragraphe ou même voir mon chapitre colle à la musique, ou du Motorhead ou du Ministry, peu importe. Est-ce que l'inverse est vrai? Quand on a besoin d'une certaine ambiance, on va choisir la musique pour se mettre dans cette ambiance-là? C'est possible aussi, bien sûr, et ça existe. Et alors, vu que j'écris toujours à la main dans un premier temps, quoi qu'il arrive, et je le saisis seulement après en informatique. J'ai des cahiers des cahiers notes qui feraient peur. Vu la taille du bouquin, il y aura pas mal de cahiers, oui. Pas mal de cahiers, en effet, ouais. Bon, pourquoi continuer à écrire à la main? C'est une question de rythme aussi? Ouais, je pense que c'est un besoin. C'est un besoin, en fait, c'est un besoin de se lâcher. Pour moi, l'informatique, c'est froid. C'est froid. Je pense que d'abord, il faut tout poser à l'encre. Et être sûr en fait de pouvoir se relire et pouvoir retravailler ensuite, et quand on retape, quand on saisit, là on voit les erreurs qu'on a fait ou les améliorations à faire, et là on saisit autrement, et là c'est beaucoup plus intéressant. Pour rester une seconde encore dans la musique, vous avez aussi vos propres projets musicaux. Alors j'ai eu, malheureusement je n'ai plus le temps. On peut pas tout faire en même temps. Voilà, je suis écrivant revenu à plein temps. Mais oui, j'ai eu des groupes de métal, j'ai eu des groupes d'industriels, j'ai eu des groupes de trip-hop, même voire de trip-hop sonic, donc mélange de trip-hop et genre de musique genre Sonic Youth. Alors ceux qui sont pas au point avec tout ça, vous allez sur internet, vous regardez la différence entre trip-hop et trip-hop sonic. On n'a pas le temps d'entrer dans les explications de tous ces différents courants musicaux, mais ils existent. Mais toujours le besoin en fait de chercher, d'innover, de se dire j'ai pas envie de jouer, de faire un groupe qui fasse un son genre Metallica. Non, Metallica le font très bien, ou genre Motorhead qui le font très bien aussi, enfin qui le faisaient très bien aussi, paix à l'ennemi. Mais sinon, je voulais créer vraiment des styles qui n'avaient jamais été faits ni abordés. Alors après, vous faites un truc qui est complètement hallucinant. Vous décidez de réécrire Alice au Pays des Merveilles, d'une certaine manière, d'en faire un nouvel univers. Et franchement, quand on lit Sa Majesté des Ombres, je suis pas tellement étonné, parce que, on en parlera tout à l'heure, mais il y a un côté décalé, onirique même, dans un livre qui est pourtant assez violent, mais il y a un côté onirique et une espèce de deuxième voire troisième dimension parfois. Il y a ça. Il y avait déjà un premier signe dans mon deuxième roman donc de Michel Carrière, Le Baptême des Ténèbres, qui abordait pour un demi-chapitre Lewis Carroll et Alice. Mais il y a surtout en fait une histoire avec ce conte qui m'a dérangé énormément. Je l'ai lu à 10 ans, ça m'a dérangé, je ne savais pas pourquoi. Et je l'ai relu à 20 ans, ça m'a dérangé, j'ai mieux compris. À 30 ans, je l'ai relu, mais en ajoutant les journaux, la correspondance, et en étudiant vraiment et votre propre expérience qui vous fait évidemment, parce que Lewis Carroll était toxicomane, il était opiomane surtout. D'ailleurs, il était soigné à l'époque sur les conseils d'un élève de Freud qui conseillait d'utiliser la cocaïne pour se sevrer de l'héroïne. Donc c'était grandiose, c'était assez grandiose. Et donc je me suis lancé là-dedans en me documentant et en me disant, voilà,
le mythe Disney que même Burton n'a pas réussi à casser puisqu'il a été produit par Disney. J'ai envie maintenant de dire la vérité sur Lewis Carroll. C'est ce que j'ai fait tout en écrivant un roman. C'est un roman avec des inclusions historiques qui ne tombent pas bêtement comme des cheveux sur la soupe, mais qui sont vérifiables. Et à la fin, Séverine, ma compagne d'aujourd'hui, a fait un portfolio à la fin, puisque Carroll était photographe, avec des photos de lui qu'il a faites d'enfants. Et les photos parlent d'elles-mêmes, je pense. Surtout quand on sait que 3 jours avant sa mort, chez une de ses sœurs, dans le comté de Cheshire, il a détruit 80% de ses photos. Ouais. Et quand on voit ce qui reste aujourd'hui sur Internet, on imagine ce qu'il a détruit. Voilà. Absolument. Alors on en vient gentiment à la trilogie des ombres et à son premier volume. La 4e de couverture dit « Entre Braco et Breaking Bad, Sa Majesté des Ombres ouvre magistralement la nouvelle épopée du thriller hexagonal ». Alors c'est vrai qu'on peut trouver des références et à Braco et à Breaking Bad, mais je trouve qu'il y a une dimension très largement supérieure. D'abord parce que j'ai l'impression que vous êtes pas insensible, je sais pas, je vais y aller avec des pincettes, pas insensible ni à l'ésotérisme. J'ai un petit doute. Ah non, pas du tout. Je suis pas insensible du tout. Au contraire, je suis très sensible. J'y viens. Et plus qu'à l'ésotérisme, à une forme de mysticisme. C'est ça. C'est ça en effet. Et d'ailleurs, ça ressort dans les parties écrites, puisque les 4 parties. Dans la construction. Et dans la construction également. Les 4 parties proposées dans le livre portent des noms de livres de la Bible, de l'Ancien Testament principalement. Et ça va continuer d'ailleurs dans les 2 volumes suivants. Alors on y viendra tout à l'heure parce que moi j'ai une vraie question par rapport à ça, on en parlera tout à l'heure. Mais d'où ça vient cette sensibilité à l'ésotérisme, au mysticisme, j'ai envie de dire au monde qu'on ne voit pas? Alors déjà j'ai un grand respect pour la culture chrétienne. C'est-à-dire que sans forcément être croyant, ni fanatique, ni vraiment extrémiste à ce niveau-là, je pense que la culture chrétienne nous apporte beaucoup et a fait du monde d'aujourd'hui ce qu'il est. C'est quand même hallucinant de savoir qu'une crucifixion, qui était une punition très banale à l'époque de la Judée, et plus de 2000 ans après, fait s'élever des cathédrales, des monuments énormes et transformer le monde complètement. Donc rien que ça me fascine. Donc l'ésotérisme également pour par exemple des cultures je sais pas, sumériennes, la Mésopotamie, les dieux anciens, ça m'intéresse. Alors pas seulement pour le côté ésotérique, mais aussi pour le côté symbolique. Alors ce qui est étonnant, on a compris tout à l'heure que vous étiez un autodidacte, hein, que votre père vous n'avez pas laissé faire d'études. J'ai l'impression que depuis 96, où vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes une espèce de machine à dévorer les bouquins, à apprendre des choses. Au début du livre, en épigraphe, il y a 2 citations, une de Jung et l'autre de Marjavel. Et on voit bien qu'elle tombe pas là par hasard, c'est pas un truc qui vous tombe du ciel. Dans chaque partie, il y a également des citations. On a l'impression que vous êtes construit une culture peut-être faite au départ de briquet de broc parce qu'on prend ce qu'on trouve. Et là, j'ai le sentiment que ce livre, c'est le premier de l'alignement de votre culture. Tout à coup, les choses ont trouvé un sens. C'est ça. Dans Les Amis du Chaos, par exemple, c'est beaucoup plus hétéroclite. Il y avait des morceaux, il y avait des paroles de chansons, il y avait un peu de tout, c'était un peu n'importe quoi. Là, il y a vraiment une construction. Ça vient de l'époque où je me suis dit, voilà, à l'université, ce que j'ai pas pu faire, j'ai pas eu la chance de faire, les livres qu'on fait lire, moi aussi je peux les acheter. Et moi aussi je peux les lire. Ouais, et donc du coup finalement... C'est un très bon réflexe. Voilà, et finalement même si j'ai pas eu la chance de faire le NIF, eh ben je peux quand même lire et suivre un cursus, même s'il n'est pas aussi développé, mais au moins m'approcher des connaissances qui m'intéressent. Alors je vais vous faire un compliment qu'on a fait un jour à Bernard Pivot, qui faisait d'excellentes émissions littéraires, comme vous savez, et les gens se demandaient pourquoi Bernard Pivot arrivait à avoir du succès auprès du grand public. Et moi, c'est parce qu'il n'a pas fait d'études universitaires et donc il aborde la littérature sans tout l'appareil critique extrêmement complexe et qui laisse parler avant tout ses émotions et son ressenti. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce que vous faites. Moi, je pense, honnêtement, avec le recul, je me dis que si j'avais eu un parcours universitaire beaucoup plus classique, j'aurais pas cet instinct d'écriture aussi franc, aussi je dirais presque
on va dire, en rafale. En rafale, quand il le faut. J'aurais été beaucoup plus académique et je pense que j'aurais perdu en spontanéité. Je ne suis jamais fier de moi. Je ne suis jamais content de ce que je fais. Et je pense que je ne serai jamais. Et j'imagine que c'est une chance. Alors comment on fait quand on n'est jamais content de ce qu'on fait pour lâcher à un moment le manuscrit? ben, C'est l'éditeur qui gueule, il dit allez maintenant c'est bon. Alors avant l'éditeur, c'est les amis, les connaissances, les profs de français qu'on connaît encore, qu'on voit. Et après évidemment c'est les correcteurs. C'est l'éditeur qui dit stop, maintenant ton bouquin il est fini. Maintenant je le relis et je te dis. Okay. Voilà. Sinon j'arrêterai pas. J'arrêterai pas, je changerai tout. Voilà. J'aurais rien clos. Pour revenir à l'ésotérisme et à la mystique, on a dit la construction de ce livre à des parties qui portent des noms qui viennent de la Bible, Genèse, Exode, et puis surtout Apocalypse. Et je me dis, c'est le premier tome d'une trilogie, on termine le premier tome par Apocalypse, qu'est-ce qu'on écrit après? Résurrection, rénovation, nouveau monde. Apocalypse, dans son sens étymologique, oui. À savoir révélation. Absolument. C'est-à-dire que l'Apocalypse, beaucoup pensent à l'Apocalypse comme l'Armageddon, la fin du monde, alors que c'est pas du tout ça. Pareil. L'Apocalypse, c'est les révélations. Et là, on révèle une grosse partie de ce qui s'est caché pendant les 3 premières parties. Après avoir partir avec Deutéronome, Nombre, Roi, Zacharie, qui est un prophète et qui est un personnage dans le livre. Et dans la trilogie, chacune des 4 parties de chacun des 3 romans portera des noms et des titres de livres de l'Ancien Testament. Mais uniquement de l'Ancien Testament. Uniquement, quasiment presque, à une exception près. Alors, la construction de ce livre est très très réussie parce que quand on ouvre les premières pages, il y a un prologue où on découvre la voix. Et ça, c'est pas anodin la voix par rapport à tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de visitation. Je trouverais dommage qu'on raconte l'histoire, hein, mais... Ouais, non, même sans révéler, on peut en parler. On peut parler de la voix parce qu'elle est là à la première page, elle est là à la dernière page, et elle joue un rôle extrêmement important parce que on découvre le rôle qu'elle joue pour un des personnages centraux, et puis à la fin, cette voix se tait, et elle se tait pas pour rien. En effet, à la base, on pourrait croire en commençant que ce livre va être un livre qui aura un côté fantastique. Parce que la voix, elle arrive comme une espèce de voix mystique qui parlerait. Donc on pourrait se dire, oui, ce serait de la science-fiction, oui. Alors qu'à la fin, finalement, la voix devient concrète et on comprend que c'est pas une voix forcément mystique. Et à la fin, elle se tait. Et justement, d'où le prologue voix et le titre de l'épilogue silence. Exactement. Alors je vais tenter, ça va être ma minute psy à moi, je vais prendre un grand risque. J'ai le sentiment, en découvrant votre parcours, parce que j'ai étudié la bio après avoir lu le livre, mais j'ai le sentiment qu'il y a depuis un certain temps en vous une colère contre la vie, une colère contre la violence, une colère contre l'intolérance, contre l'incompréhension, et que votre catharsis, c'est l'écriture. Et écrire, c'est pas si facile, et je me demande si vous n'avez pas une petite voix qui vous dit aussi des trucs. Si, toujours. Demain, je m'installe comme si je recevrais le mercredi après-midi. Hein. je serai patient. Non mais, pour revenir en plus à la trilogie, et là ça tombe pile poil. Je pense que l'image qu'on se fait de Dieu, même inconsciemment, l'image qu'on a du Père, c'est l'image qu'on a de Dieu. Et pour moi, mon Père, eh ben, l'image qu'il m'a donnée de Dieu est plus une image du Dieu de l'Ancien Testament. Celui qui punit, celui qui envoie les plaies, celui qui envoie le déluge, celui qui détruit. Voilà, c'est pas du tout un Dieu de pardon, c'est pas du tout un Dieu bienveillant. Et donc je pense qu'il n'y a pas de hasard par rapport à ça. Et comment on fait pour se réconcilier avec le Dieu de pardon alors? Ben, je pense que... On doit écrire 3 trilogies? Je pense que non. Déjà, en 2003, mon père a décédé. Et juste avant son décès, je lui ai dit papa, je te pardonne pour tout. Sachant que ce qu'il a fait était impardonnable. Ouais. Mais je l'ai pardonné parce que je voulais qu'il parte en paix. Et je pense que je me suis réconcilié à ce moment-là. Oui, mais c'est important l'idée du pardon parce que c'est vrai que ça libère celui qu'on pardonne. Mais ça libère soi aussi. Mais ça libère aussi celui qui pardonne. C'est ça, on libère une espèce de masse de colère, une espèce de boule qui m'a fait prendre des drogues, qui m'a fait faire des conneries, qui m'a fait...
contourné la loi et frôlé la prison à multiples reprises, et qui a failli me faire mourir, me foutre au fond du trou. Et sans ça, je pense que je ne serais pas sorti. Cécile Sanchez, c'est votre personnage. Je me suis étonné, et en même temps pas tant que ça, que vous ayez choisi pour incarner la loi un personnage féminin. Ça tient toujours à cette histoire de papa ou... Ouais, je voulais éviter justement de mettre un personnage masculin qui aurait été, je pense, celui qui donne des lois trop dures, trop directes, injustes, voire injustes. Donc l'image de la femme, pour moi, était plus douce, plus juste, et pouvait pardonner beaucoup plus et comprendre, et ne pas simplement juger. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, de nouveau, dans le domaine de la compréhension, elle a le petit quelque chose en plus, parce qu'elle est mentaliste. Elle est synergologue. Oui. Mentaliste également, puisqu'elle a quand même des dons de mentaliste, mais elle est synergologue. Ce qui est important, c'est qu'elle a cette capacité à comprendre au-delà de juste les faits. C'est ça. En fait, en observant les gestes du corps, la synergologie, par exemple, en observant une personne après de leur poser des questions, si elle vous répond en se massant la gorge, elle vous ment. Par exemple, si une personne qui est dans une situation de stress ou supposée et qu'elle cligne plus rapidement des paupières, le stress est confirmé. Et ça, j'ai étudié la synergologie réellement et tout ce qui est dedans est vrai, est vérifiable. Absolument. Et elle ne s'interprète pas de la même manière si la personne est droitière ou gauchère. Droitière ou gauchère, parce que la latéralité fait tout. Absolument. Votre roman est extrêmement rythmé, comme on l'a dit tout à l'heure, et on le comprend puisque la musique joue un rôle important dans votre processus de création. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il est très dialogué, donc ça lui donne beaucoup de rythme. Mais vous avez deux types de dialogues différents. Il y a le dialogue tiré assez court à la ligne, et il y a le dialogue seulement entre parenthèses. Et j'ai l'impression que que la démarche créatrice, la démarche littéraire n'est pas la même dans un cas et dans l'autre. Alors déjà oui, c'est vrai. Le véritable dialogue qui se fait avec ouverture des guillemets, tiret et fermeture des guillemets à la fin, au retour à la narration, se fait par rapport au personnage. Il n'y a pas deux personnes qui parlent pareil. Et moi par exemple, pour me représenter un personnage, par exemple un médecin légiste, je vais prendre un médecin généraliste que j'ai connu et je vais en faire un légiste. Je vais me rappeler comment il parle, c'est des mots qu'il utilise, sa rythmique, et je vais l'utiliser. De cette manière, tous les personnages n'auront pas cette façon de parler de manière linéaire. On a l'impression que le flic et le truand parlent de la même façon, ils utilisent les mêmes mots, la même rythmique. Déjà, c'est déjà une grosse différence. Et ensuite, tout ce qui est donc en italique, qui représente les pensées, là, on rentre vraiment autrement dans l'esprit de chaque personnage. Et vous évitez tous les dialogues qui servent à rappeler une action ou faire comprendre une action. Genre, dans la vraie vie, on ne dit pas, mais pourquoi as-tu fermé la porte si brusquement? Voilà, c'est ça, vous évitez tout ça. Donc ça donne un rythme assez intéressant. Trilogie, je me suis demandé pourquoi trilogie, c'est à cause de la densité de l'histoire qui est déjà dans votre tête ou que la voix continue de murmurer? Non, c'est mon plan. C'est le plan. C'est mon plan qui a fait que ce serait une trilogie. Tous les livres seront à peu près de cette taille-là. Donc celui-là, si de mémoire, il fait 739 pages. C'est ça, voilà. C'est ça. Donc 3721, 2100, ah, on n'est pas loin des 3000 pages quand même. C'est ça. Alors sachant qu'au départ, celui-ci, avant que je l'épure, il faisait 1 200 000 caractères. C'est-à-dire qu'il aurait fait un bouquin de 1500 pages. D'où le fait d'avoir fait une trilogie aussi. Okay. C'est une des raisons, ouais. Et d'avoir épuré également. Avoir enlevé des passages peut-être un petit peu redondants, un peu lents, et relancer la rythmique. Les forêts vous en sont reconnaissantes. Les forêts vous en sont reconnaissantes, j'imagine. Oui, en effet. Recycler, malgré tout. Alors, je vais ouvrir la discussion avec vous, même si vous n'êtes pas suffisamment nombreux pour découvrir ce début de trilogie. Vous avez la parole. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que de mauvaises réponses, et il est assez bon pour les réponses, donc on peut y aller, il n'y a pas de souci. Donc personne n'a voulu poser la première, qui veut poser la deuxième? Non plus? Il n'y a que des timides. Alors moi j'en ai encore une. Alors, c'est bien. Je ne suis pas un grand spécialiste du polar, du thriller, j'en lis quand même quelques-uns de temps en temps,
Mais j'ai le sentiment que vous ouvrez une nouvelle voie, et probablement que c'est volontaire. C'est-à-dire de sortir du schéma, parce qu'on en publie beaucoup des thrillers aujourd'hui, et j'ai l'impression que vous avez envie de donner une ouverture supplémentaire et une dimension, j'allais presque dire, morale, c'est peut-être un peu trop fort, mais qui conduit le lecteur à s'interroger sur un certain nombre de questions existentielles. C'est ça en fait. Je pense qu'on arrive à un moment où on a fait vraiment le tour du thriller classique contemporain avec les intrigues classiques qui sont vraiment tout le temps, pas tout le temps les mêmes, mais qui reviennent toujours un peu à la même chose. Je voulais ouvrir l'horizon un petit peu comme les séries actuelles, à grand succès, l'ont fait pour les films. C'est-à-dire développer les choses. D'où la référence à Braco, à Breaking Bad également. Donc c'est sûr qu'on arrive plus facilement à décortiquer le mental des personnages et à en faire quelque chose sur une longue trilogie par exemple, comme on le fait plus facilement dans une série, et on s'y attache quand même beaucoup plus. À la différence que dans Breaking Bad, il y a quand même ce que j'appelle des épisodes de transition qui sont un petit peu longs. Le coussin de parole, ces trucs-là, c'est un poil long quand même. On est d'accord. Chez vous, ça dépote, mais ça dépote, qu'on n'a pas le temps, on a à peine le temps de respirer. Et je voulais vraiment essayer d'avoir une écriture épurée, de faire ce qu'on appelle un page turner. C'est vraiment Oui, comme on dit en français. Ouais, voilà. Et mes premiers retours depuis le 8 mars, sortie du livre, la moyenne de lecture de ce livre, même pour des personnes qui travaillent, est de 3 à 4 jours. Ouais. Au maximum. Ouais. Pourtant, c'est assez conséquent. Et donc, je suis surpris, moi-même, je suis surpris, je n'arrive pas à comprendre. Je ne pense pas que j'arriverai à lire ça en 4 jours, par exemple. Moi. Oh, c'est jouable, mais il faut avoir un peu de temps à disposition, mais c'est jouable. Est-ce que vous êtes fan de cinéma très contemporain ou de séries télé très contemporaines? Je suis un fou de séries télé, de cinéma. Je suis cinéphile et j'adore les séries également. Donc je ne vous apprends rien en vous disant que dans les séries d'aujourd'hui, il n'y a pas un plan qui fait plus de 5 secondes. C'est exactement ça. Voilà. Et la construction de votre livre, alors ramenée à l'échelle de la littérature, parce qu'on n'a pas des plans de 5 secondes, mais on a peu souvent des scènes de plus de 2 pages et demie, 3 pages. Voilà. Et même les chapitres sont courts. Oui, ils sont courts. Voilà. Ce qu'il faut, c'est ne pas avoir de moments de longueur qui traînent. Même s'il y a des moments où on peut disserter un peu, il faut qu'il y ait un intérêt, et il faut qu'après on reprenne un contre-coup. Sinon, ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut vraiment, et ça c'est un conseil que Alain Carrière m'a donné, tout ce qui n'est pas utile à la narration doit être retiré. Dites-moi un mot d'Anne Carrière, parce que moi je la connais bien, c'est une femme formidable. Alors moi c'est surtout Alain Carrière que je connais, ouais, je connais très mal. Non, son mari. Son mari, donc qui est maintenant... mais son fils bosse aussi dans la maison. Stephen, maintenant qui est patron de la maison. Alain Carrière m'a vraiment tout appris. Il m'a vraiment montré ce qui n'allait pas dans ce que je faisais, comment je pouvais m'améliorer. Le Festin du Serpent, au début, il m'a dit déjà, 1, c'est trop gros, et 2, il y a des raisons. Et les raisons, c'est que tu as des longueurs qui ne servent à rien. Et il m'a aidé à un point inimaginable. Aujourd'hui, je pense souvent à lui, et tout le temps, pour ainsi dire, quand j'écris, je me dis, est-ce que Alain laisserait passer ce morceau de texte-là, ou est-ce que le virerait? Et si je pense qu'Alain le virerait, je le vire. Eh ben, c'est parfait. C'est votre dernière chance de poser une question. Monique a une question. On lui apporte un micro en courant.